Veillée étrangère. Kringa, Istrie, l'hiver 1659. La nuit est tombée sans crier gare, comme elle tombe toujours dans les villages de pierre de cette région, d'un coup, sans négociation. Martha Lesitch a allumé ses 2 bougies. La flamme de la première tremble. Le vent s'infiltre par les fissures de la porte, et dans le froid de la pièce unique, la fumée du foyer reste basse, comme si l'air lui-même refusait de s'élever ce soir. Son mari est au champ depuis l'aube. Elle n'attend personne. La 2e bougie commence à fléchir quand le bruit arrive. Un coup, lent, puis un second. Martha se fige. Elle pose son ouvrage sur ses genoux. Ce n'est pas le bruit d'un voisin pressé, ni d'un voyageur égaré. C'est quelque chose de patient, quelque chose qui sait très bien qu'il y a quelqu'un de l'autre côté et qui n'a nulle part ailleurs où aller. Elle reconnaît ce coup. Elle l'a entendu l'hiver dernier et celui d'avant. Elle pense à Jure Grandot. Jure est mort depuis 3 ans. Elle l'a vu descendre en terre de ses propres yeux. Le prêtre avait dit les mots, les hommes avaient recouvert la fosse. Elle s'en souvient. Son visage calme dans le cercueil, trop calme, les mains jointes sur la poitrine. 2 autres coups. Jure, murmure-t-elle malgré elle. Elle regrette le mot avant même qu'il ait fini de sortir de sa bouche. Le loquet en bois fixe l'obscurité de la pièce. La chandelle vacille une dernière fois et s'immobilise. Il y a quelque chose dans le village de Kringa qui frappe aux portes la nuit, et ceux qui ouvrent ne passent pas l'hiver. Jure Grando Alilovitch était un tailleur de pierre, un homme ordinaire dans un village ordinaire de l'Istrie vénitienne, ce coin de terre coincé entre l'Adriatique et les contreforts des Balkans, où 3 langues se croisent sans jamais tout à fait se comprendre. Il mourut en 1656. On l'enterra, on pria pour son âme, et puis il revint, pas comme les autres morts, pas comme un fantôme flou qui traverse les murs et disparaît dans la brume du matin. Non, Jure revenait avec du poids, avec de la consistance. Il se levait du cimetière, traversait le village dans l'obscurité et frappait aux portes, toujours de la même façon. 2 coups, lents, patients. Les habitants de Kringa apprirent vite la règle, ne pas ouvrir. Mais certains ouvraient, par curiosité, par somnambulisme, par cette part de nous-mêmes qui, malgré tout ce qu'elle sait, tend encore la main vers ce qui l'effraie. Et ceux-là mouraient dans les semaines qui suivaient. De maladie, disait-on, de fièvre, de faiblesse soudaine, comme vidés de quelque chose d'invisible et d'essentiel. La créature avait un nom dans la région, Strigon, un mort qui refuse de partir, un mort qui a faim. Mais Jure ne se contentait pas de frapper aux portes du village. Il rentrait chez lui. Sa veuve, Ivana, le voyait entrer dans la chambre conjugale après la tombée de la nuit. Elle sentait son poids s'allonger à côté d'elle dans l'obscurité. Elle entendait sa respiration, trop lente, trop régulière, pas tout à fait vivante. Elle restait immobile, les yeux fermés, les poings serrés sous les draps. Au matin, il n'était plus là. Les voisins évitèrent bientôt la maison des Grandot. Les enfants changeaient de chemin pour ne pas passer devant le cimetière. Le village de Kringa s'enferma dans une terreur silencieuse, et pendant 16 ans, personne n'osa prononcer à voix haute le nom de Jure Grandot après le coucher du soleil. 16 ans. Pour comprendre Jure Grandot, il faut comprendre ce qu'est un strigon et ce qu'il n'est pas. Le mot vient du vocabulaire istrien et slovène, déformation probable du latin strix, la chouette, l'oiseau qui vole la nuit et présage le malheur. Dans la tradition de cette région, un strigon n'est pas le vampire élégant en cape noire que le XIXe siècle européen allait populariser. C'est quelque chose de plus ancien, de plus sale. Un mort ordinaire qui, pour des raisons que personne ne comprend tout à fait, une mort violente, une âme tourmentée, un serment rompu, refuse simplement le repos. Le strigon ne brûle pas au soleil, il ne craint pas l'aile, il frappe aux portes, il pèse sur les vivants, il vide lentement la vie de ceux qui l'approchent. Il est patient, comme seuls les morts peuvent l'être. Nous savons tout cela de Jure Grandot parce qu'un homme a eu l'idée de le documenter. Janez Vashkard Valvassor, historien et érudit de la fin du XVIIe siècle, a consigné l'affaire en 1689 dans son encyclopédie monumentale de la région carniolienne.
C'est l'une des premières fois dans l'histoire européenne qu'un cas de vampirisme est décrit dans un texte académique, avec des noms, des dates, des témoins. Jurgrando n'est pas une légende floue. Il a existé. Il est mort. Et selon les archives d'un village d'Istrie, il a continué d'exister pendant 16 ans après sa mise en terre. 1672. 16 ans après la mort de Jurgrando, le chef du village de Kringa, un homme du nom de Miho Radetic, en avait assez. Trop de morts, trop de portes que personne ne voulait plus ouvrir après la tombée du soir, trop de femmes qui se réveillaient avec la certitude d'avoir eu de la compagnie dans la nuit. Il réunit 9 hommes. 9 parce que dans la tradition locale, on ne va pas chercher les morts sans un nombre impair. Les chiffres pairs n'offrent pas la même protection. Il prit des torches, une croix de bois, un suaire propre et 2 outils, une scie et un pieu de chêne taillé en pointe. Le groupe arriva au cimetière après minuit. Bien sûr, après minuit, les Strigoni ne sortent pas le jour, alors autant les trouver dans leur maison. On creusa. La terre était froide et compacte, et les hommes travaillèrent en silence. Personne ne parla, personne ne plaisanta. Quand la pelle heurta le bois du cercueil, Mio fit signe de s'arrêter. Il se pencha, il fit lever le couvercle. Et là, tous les hommes présents le confirmèrent par la suite, et Valvassor le consigna avec une précision froide. Là, Jurgrando reposait comme un dormeur. Pas comme un mort, comme un dormeur. Son visage était coloré, ses joues roses, ses mains, qui auraient dû n'être que des os depuis des années, étaient douces et intactes. Et sur ses lèvres, c'est le détail que nul de ceux qui étaient là ce soir-là ne put jamais oublier. Sur ses lèvres reposait quelque chose qui ressemblait à un sourire, léger, presque satisfait. Mio ordonna d'enfoncer le pieu. Le premier homme s'exécuta. Le pieu rebondit. La chair de Jurgrando était souple, résistante, vivante, d'une façon qui ne pouvait pas l'être. L'homme essaya de nouveau. Le pieu rebondit encore. Les torches vacillèrent dans le vent. C'est alors que le prêtre qui accompagnait le groupe, un homme nommé Giorgio, venu de la côte adriatique, fit un pas en avant. Il tenait sa torche d'une main, son crucifix de l'autre. Il se pencha vers le visage du mort-vivant et commença à réciter les prières des agonisants, les mots qu'on dit aux mourants pour leur permettre de partir. Et là, quelque chose se produisit que personne n'attendait. Des larmes. Des larmes coulèrent lentement sur les joues de Jurgrando. Les hommes reculèrent d'un pas. Mio Radetic, lui, resta. Il prit la scie. Il posa la lame contre le cou du mort. Ce qui suivit dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. Quand ce fut terminé et que la tête de Jurgrando fut séparée de son corps, une odeur âcre monta de la fosse ouverte, comme quelque chose d'arrêté depuis trop longtemps qui se remet enfin à pourrir. Puis plus rien. Le corps perdit ses couleurs comme une bougie qu'on éteint. Kringa n'entendit plus jamais frapper à ses portes dans la nuit. Dans les villages d'Istrie et de Slovénie, les anciens connaissent encore quelques règles. Si quelqu'un frappe à ta porte après le coucher du soleil et que tu n'attends personne, n'ouvre pas. Les Strigoni frappent doucement, toujours 2 fois. Jamais 3. 3 coups, c'est un vivant pressé. 2 coups, c'est quelque chose qui peut attendre l'éternité. Si tu te réveilles avec la sensation d'une présence dans l'obscurité de ta chambre, ne bouge pas. Ne respire pas trop fort. Et surtout, ne tends pas la main pour vérifier. Si quelqu'un que tu as vu descendre en terre revient te rendre visite dans tes rêves, dis-lui son nom à voix haute. Selon la tradition, un Strigon qui entend son nom prononcé sans peur perd quelque chose. Un fil qui le retenait au monde des vivants. Ces règles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent de 16 ans de nuit sans sommeil dans un village de pierre du XVIIe siècle. Elles viennent de portes qu'on a refusé d'ouvrir et de certaines qu'on a ouvertes malgré tout. Elles viennent des larmes d'un mort qui souriait. Jurgrando était un tailleur de pierre, un homme qui façonnait la roche, qui dormait, qui mangeait, qui avait une femme et 2 enfants. Et quelque chose en lui, une résistance obscure, un refus que nul théologien n'a jamais su expliquer, a décidé que la mort n'était pas une instruction à suivre. Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'elle n'a pas eu besoin de l'ombre pour survivre. Elle a été documentée, signée, datée. Elle a traversé les siècles dans les pages d'un encyclopédiste méticuleux. Elle est là, accessible, vérifiable. Et pourtant,
La prochaine fois que vous entendrez 2 coups à votre porte au milieu de la nuit, vous penserez à lui. Je suis Damien Black. La prochaine veillée vous emmènera vers le Grand Nord, sur les traces d'une créature que les marins voient depuis des siècles surgir des eaux glacées. Veillée étrangère.